Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZE Télévision, le sommaire. Aurélie Degueno-Bada n'est plus présidente du cadre national de concertation des organisations de la société civile. Elle a notifié son départ par courrier au vice-président Abou Yekini. La journée internationale de la liberté de la presse sera célébrée le 3 mai prochain. Les tenants et aboutissants de l'événement au Bénin ont été abordés à la Maison des médias ce vendredi. En visite privée au Bénin, la coordonnatrice des services aux membres auprès de la Fédération internationale de tir à l'arc a rencontré les autorités sportives béninoises ce vendredi. À l'occasion, Cecilia Vizcarra-Moser a fait part de son observation sur le développement de tir à l'arc au Bénin. Bienvenue à cette édition. La présidente du cadre national de concertation des organisations de la société civile a démissionné de son poste. C'est par un courrier daté du 27 avril 2022 que Aurélie Degueno-Bada a fait part de sa démission au vice-président du CNC OSC Abou Yekini. Dans sa lettre, elle indique qu'elle part pour des raisons de convenance personnelle. Je reste à votre disposition au jour et heure de votre convenance pour la passation des charges, a-t-elle ajouté. Sa lettre de démission a été remise au vice-président par Exploit Dussier en date du 28 avril 2022. Le niveau général des prix a augmenté de 0,4% en mars 2022 par rapport au mois de février 2022 au Bénin. En moyenne annuelle, le taux d'inflation en mars 2022 a ressorti à 3,0%. Telle est la note d'analyse de l'indice harmonisé de prix à la consommation au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Comparé à son niveau de décembre et mars 2021, l'indice a respectivement baissé de 2,3% et augmenté de 2,0%. La hausse de l'indice global de mars 2022 découle principalement du renchérissement des produits des fonctions telles que logement, eau, électricité, gaz, autres combustibles, transport, biens et services divers. L'inflation moyenne annuelle est supérieure ou égale à 3% dans tous les États membres de l'Union selon les taux affichés par ordre décroissant. Il y a le Togo, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Niger, le Sénégal et le Bénin. La fête de la Journée internationale de la liberté de la presse est le thème de la première causerie du numéro 348 de Café Média Plus. Ce vendredi 29 avril, à la Maison des médias, le représentant du comité FMTV Award a été l'invité sur Café Média Plus. Il a exposé les tenants et aboutissants du tournoi organisé à cette occasion et les activités assimilées. Il est au micro de Kanté Amoussou et Francis Farami. Le volet tournoi prend en compte aussi bien les médias de Cotonou que les médias de Parakou. Au niveau de Parakou, hier, on a disputé la finale qui a eu comme gagnant le collectif urbain Déman Azerké de Parakou face à Dabarou. Une finale qui a été remportée par le collectif au tir au but. Oui. On se rappelle que ces deux équipes respectivement étaient tombeuses en fait, de l'ORTB section Parakou et de Fraternité. Pour le compte de Cotonou, la finale va se disputer le dimanche 1er mai au niveau du terrain synthétique de Fifagui et va opposer le groupe de presse Le Matinal à Canal 3. Très bien. Et donc ces deux formations ont été tombeuses, bien sûr, de Univers d'un côté de TVC. De Univers, quel univers? Radio Univers, qui a été battu par Le Matinal et Canal 3 qui a battu TVC. Donc la finale va se dérouler, comme je le disais, le 1er mai, qui va coïncider avec la fête du Ramadan, bien sûr. Donc on va célébrer aussi bien la fête du travail que la fête du Ramadan du côté des Fifagui. Ils vont taper dans le ballon, bien sûr. Il y aura les vainqueurs avec des trophées, des médailles pour chaque équipe et des récompenses. Et il y aura le 6 mai, très exactement, la soirée des récompenses. Soirée de récompenses qui prend en compte une douzaine de catégories. Vous savez, de plus en plus, il y a plus d'éléments dans nos médias, plus d'éléments dans la presse. Aujourd'hui, l'information n'est totalement pas vérifiée. Donc, ces récompenses sont pour encourager le professionnalisme dans le milieu et permettre un certain brassage et mettre une sorte de compétition
au niveau des médias, des professionnels pour permettre à ce que le travail soit davantage potable. Donc de façon résumée, voilà un peu les différentes activités autour des FMTV Awards qui cette année deviennent Bénin Media Awards. Ramadan, le mois de Ramadan est un mois de partage et de jeûne. Ce mois implique un certain nombre de comportements que les fidèles doivent adopter, mais ces comportements ne doivent pas être passagers. Il s'agit de comportements qui doivent être reconduits. Yachaou Djidji Rekbe, président de l'association des ressortissants de Djougou au Sud, nous en parle au micro de Farami Francis et de Amoussou Kanté. Le mois béni de Ramadan vient corriger les habitudes. Et quand vous corrigez vos habitudes, vous devez pouvoir continuer avec ces belles habitudes. Parce que vous ne savez pas l'heure, le jour, l'année où Allah va vous appeler. Si vous repartez dans les vieilles habitudes, dans les sales habitudes, et que l'appel d'Allah arrive, comment vous allez répondre? Voyez-vous, le mois de Ramadan, c'est un mois de piété, c'est un mois de purification. Lorsque Allah vous permet de voir ce mois, c'est pour vous racheter. Si vous voyez ce mois, vous rachetez et vous recommencez avec les vieilles habitudes, ça veut dire que vous n'êtes pas suffisamment conscient de votre existence. Voyez-vous, que Dieu nous facilite la compréhension de notre religion et que ce que nous avons pu corriger comme sale habitude durant ce mois béni de Ramadan, que cela puisse rester. Parlons toujours du mois de Ramadan, c'est un mois de partage. L'association des ressortissants de Djougou dans le sud du Bénin a emboîté le pas à cette tradition musulmane ce jeudi 28 avril, en partageant des vivres à leurs fidèles. Francis Farami et Quentin Amoussou étaient à cette séance. Suivez leur récit. L'association des ressortissants de Djougou dans le sud du Bénin a emboîté le pas à la tradition musulmane le jeudi 28 avril dernier en partageant des vivres à leurs fidèles à la mosquée Adjassa Fiat de Cotonou. Cette cérémonie de prière et de partage entre dans l'optique du mois de Ramadan. La distribution, ça va dans la droite ligne avec le mois dans lequel nous sommes. C'est un mois de partage, un mois donc de convivialité. Et le mois béni de Ramadan, c'est un mois durant lequel il y a la privation donc des besoins. Et lorsque vous vous retrouvez, vous devez donc essayer de partager le peu que vous avez. L'islam signifie par essence le partage. Cette cérémonie de partage est également une renaissance pour l'association qui désire participer au développement de la communauté musulmane. L'islam est basé particulièrement sur le partage. Si vous partagez, vous êtes dans la logique de l'islam. On vit ensemble et on partage. Ça veut dire que vous avez une communauté vivante. Et on ne peut pas trouver une communauté qui va saccager son territoire. Donc, la communauté fait tout pour promouvoir, pour développer son territoire et être à l'aise. C'est une renaissance. C'est avec joie que j'assiste à cela avec les nouveaux leaders qui sont dynamiques, qui sont instruits et qui veulent porter plus haut le flambeau de l'islam et de vivre ensemble ici. Cette séance de prière s'inscrit également dans un autre cadre, celui de la célébration de la paix. Avant tout, c'est la paix. Il faut avoir la paix avant que là maintenant, vous pouvez adorer Dieu comme vous voulez. Donc nous sommes là pour la prière de notre pays. Il faut que la paix soit dans notre pays. Et les responsables des pays, ça veut dire que nous, présidents, il faut que Dieu les donne aussi la force vraiment pour gérer ce qui est dans les mains. Les dirigeants de l'association des ressortissants de Djougou dans le sud invitent donc tout le monde à s'adonner au partage de vivres avant la fin du mois de Ramadan. Tout le monde n'a qu'à essayer de faire avant que le carême là va finir. Il faut donner le maïs ou bien du riz ou bien n'importe quoi, ce qui est dans notre local, ce que nous mangeons. Alors c'est ça, il faut donner aux autres qui n'ont pas de moyens. Pour que, Inch'Allah, les jours de la fête, et aussi, ils vont fêter vraiment avec les joies.
C'est pourquoi Dieu nous a dit de faire les zakats. Alors les zakats aussi, tout le monde sait comment on mesure sur chacun. Même si la grossesse est là, il faut faire aussi pour lui. C'est un truc qui est vraiment béni. Tous les musulmans doivent le faire. Si tu n'as pas fait ça, tu risques de perdre beaucoup de choses. Le Ramadan tire vers sa fin et dans quelques jours, les fidèles musulmans se réuniront pour la dernière prière de ce mois béni. L'organisation internationale Direct Aid a célébré en différé la journée internationale de lutte contre le paludisme. Les enfants de l'orphelinat de l'organisation ont été outillés pour l'occasion pour ne plus tomber dans cette maladie. Suivez le reportage signé Anaël Dou. L'Organisation internationale Direct Aid a célébré en différé la journée mondiale de lutte contre le paludisme avec les enfants de son orphelinat à travers une projection, des spectacles et une séance de sensibilisation animée par le docteur Abdoulaye Ojo. Les enfants ont beaucoup appris sur la maladie. Nous avons profité pour célébrer aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le paludisme, donc sensibiliser nos internes sur les causes, les manifestations et surtout insister sur les différents moyens de prévention contre le paludisme. Les différents moyens de lutte contre le paludisme, c'est surtout d'abord centré sur le fait de dormir sur le moustiquaire imprégnée à longue durée d'action. C'est important que chaque soir, en voulant dormir, on doit s'assurer qu'on dort toujours sous une moustiquaire. Au-delà de ça, il y a d'autres méthodes comme par exemple utiliser de pommades répulsives, porter des habits longs, à manches longues et clairs, débarrasser les alentours de la maison des déchets, de l'eau, utiliser des grillages au niveau des portes, au niveau des fenêtres. L'objectif de tout ce qu'on dit là, c'est d'éviter qu'il y ait piqûre de moustiques. Parce que comme on le sait, il ne peut pas avoir de paludisme s'il n'y a pas de piqûre de moustique, parce que c'est la piqûre de moustique qui envoie le microbe, c'est-à-dire le plasmodium, dans le sang. Donc quand on est malade, il faut aller à l'hôpital en même temps, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre du temps. Parce que lorsqu'on perd du temps, là, on peut aller vers les complications. Il faut éviter l'automédication. Maladie parasitaire transmise par les moustiques anopheles, le paludisme est potentiellement mortel. Mais les enfants présents à cette activité sont désormais outillés pour ne pas tomber dans les affres de cette maladie. Pour lutter contre le paludisme, il faut toujours dormir sous la moustiquaire, mettre de l'insecticide dans les chambres et porter les bâches longues, pas trop serrées pour que les moustiques ne puissent pas nous piquer dans la journée. Éviter de porter les habits noirs parce que la couleur noire attire plus les moustiques. Le paludisme est une maladie parasitaire potentiellement mortelle et c'est transmis par la piqûre du moustique femelle appelée anophèle. Au thème de l'activité, les enfants ont appris la meilleure façon de placer une moustiquaire imprégnée, une méthode qui pourra limiter le taux de propagation de cette maladie. La question de la sécurité sanitaire dans les marchés devient de plus en plus préoccupante. Au marché d'Otokba, les denrées alimentaires sont exposées au bord des pavés sur la route sans aucune mesure d'hygiène. Ce problème préoccupe l'ONG Les Béatitudes qui intervient dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement dans les marchés. Le président de la dite ONG expose les risques que courent ces vendeuses en effraction et les exhorte à se mettre en règle. Il est au micro de Quentin Amoussou. Les marchés, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous devons d'abord remercier notre gouvernement. Vous allez voir que les marchés qui sont en train d'être construits un peu partout au Bénin répondent souvent aux normes. Et ça va réduire un tant soit peu l'histoire des cas de pollution. Il y a cet aspect dont je tiens vraiment à souligner. Au premier abord, la plupart de ces bonnes dames que vous voyez et qui exposent leur étalage au bord des voies d'abord sont déjà en infraction. Et il y a tellement de risques par rapport à eux-mêmes d'abord. Le fait de s'exposer non seulement au bord des voies, non seulement sur des voies publiques où doivent passer les motobilistes, les motos et autres là. Donc c'est pas bien d'abord. Et dans l'actuel code qui est prévu, il est vrai que l'ancien code d'hygiène avait prévu tout ça là.
Mais la loi 2022-04 du 16 février 2022, en 16 articles, ont interdit formellement ce genre de choses. Et ce n'est pas seulement cette loi. C'est-à-dire, l'ancienne loi, donc portant sur le code, avait interdit tous ceux qui sont astreints à la question de la manipulation des denrées alimentaires doivent protéger ces denrées alimentaires. Ça fait un. C'est-à-dire, tout ce qui sont, les gens doivent consommer ne sont pas des choses à être exposées, non seulement donc pour être polluées et consommées, mais les choses qui sont immédiatement consommées ne doivent pas être exposées de cette façon. Donc, c'est pour dire que c'est des pollutions et c'est des actes répréhensibles que sont en train de poser la plupart de nos citoyens, je dirais, donc, qui continuent dans ce genre de choses. Et l'ignorance, c'est que la plupart d'entre eux, c'est-à-dire méconnaissent les tests. Et c'est ça. Et c'est pourquoi il y a lieu que nous fassions surtout la vulgarisation des tests et pour que la plupart d'entre eux comprennent et sachent qu'en son temps, c'est-à-dire ils doivent répondre. Et quand ils seront non seulement dans ces comportements, dans ces actes-là, ils doivent répondre aux tests parce que nul n'est censé ignorer la loi. Le dossier 30 hectares à Togbin est renvoyé au 2 juin 2022 à la Criette. Le principal accusé, Eugène Alonouba, accusé dans ce dossier, a affirmé à la barre ce jeudi avoir acheté 2 hectares et hérité le reste du domaine de son père. Les plaignants l'accusent de stélionnat, une pratique qui consiste à vendre le domaine d'autrui. Les informations indiquent qu'une décision de justice rendrait le domaine objet de conflit. Plusieurs familles propriétaires dans cette affaire, 6 personnes sont déjà en détention. La page inter de ce vendredi 29 avril 2022 est un condensé de l'actualité des actualités en Belgique, en France, en Palestine, en Russie et en Ukraine. Le plasticien et chorégraphe Jean Fabre, accusé de harcèlement et d'un attentat à la pudeur par des danseuses au sein de sa compagnie, a été condamné ce vendredi à 18 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel d'Anvers. Lors du procès fin mars, une peine de 3 ans de prison ferme avait été requise contre cette figure de l'art contemporain de 63 ans, mais le tribunal a considéré qu'une partie des faits, dont certains remontaient à 2002, étaient prescrits et écarté les accusations de 6 des 11 victimes présumées. Des heures entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont fait au moins 40 blessés ce vendredi matin sur l'esplanade des mosquées foyer de tension dans le centre de Jérusalem, a annoncé le Croissant Rouge palestinien, précisant que les blessés avaient été transportés dans un hôpital local. L'activité économique française a stagné au premier trimestre avec une croissance nulle 0% du fait d'un recul de la consommation des ménages sur fond d'inflation et de guerre en Ukraine, selon une première estimation publiée ce vendredi par l'INSEE. Une estimation est bien inférieure aux attentes. La Russie a confirmé ce vendredi 29 avril avoir effectué la veille une frappe avec des armes de haute précision contre Kiev, la capitale ukrainienne, en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée les ateliers de l'entreprise spatiale Artyom dans la ville de Kiev, a indiqué le ministère russe de la Défense lors d'un briefing. La capitale ukrainienne Kiev a été la cible de frappes ce jeudi soir en pleine visite du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Une tentative d'humiliation, selon le président ukrainien, un choc pour l'ONU. Pendant ce temps, les régions méridionales et orientales de l'Ukraine, où se concentrent les assauts russes, sont sous un feu nourri de bombes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est en sécurité, mais choqué après les bombardements qui ont touché Kiev ce jeudi, faisant au moins 10 blessés, alors qu'ils étaient en pleine visite dans la capitale ukrainienne. 10 soldats russes ont été mis en examen ce jeudi pour des crimes présumés commis à Boucha, près de Kiev, déclare le procureur général d'Ukraine sur son compte Telegram. Sport dans cette édition, Cécilia Giscard-Moser, coordonnatrice des services aux membres auprès de la Fédération internationale de tir à l'arc, en visite privée au Bénin, est allée échanger avec les autorités sportives ce vendredi après-midi, conduite au ministère des Sports par
par Paul Zissou, président de la FEBETA. Elle a exprimé au directeur de cabinet, entouré d'autres cadres, son regard sur le développement du tir à l'arc au Bénin. Suivez-la aux sorties de cette audience. Bon, je suis à une visite privée de tourisme au Bénin. C'est ma 3e fois d'ailleurs. Et ça fait 2 semaines. C'est ma dernière journée aujourd'hui. Et dans ce cadre, la visite qu'on vient d'avoir, c'est plutôt amical, on va dire, avec la fédération, non officielle, mais avec beaucoup de plaisir. Et je crois que c'était intéressant de présenter personnellement ce que nous on fait et puis la collaboration qu'on a avec la fédération et avoir cette contact pour que les personnes du ministère ils nous connaissent et donnent davantage leur appui à la fédération et au sport, au développement du sport. Hier, on a eu l'opportunité de visiter le centre de formation qui a été récemment inauguré. Et je trouve que c'est vraiment une jolie infrastructure qui est encore à développer. Mais ça constitue déjà un bon début pour les gens qui veulent pratiquer le sport. Cet après-midi, on va aller faire un peu de tir à l'arc avec les enfants. Et ça va. C'est cette activité qui va beaucoup plus me plaire parce qu'on est dans l'action et avec les enfants qui sont le futur, les présents et les futurs champions qu'on essaie de former pour l'avenir. Les archers et les archères, surtout les filles, venaient pratiquer ce sport qui est de précision et de concentration. C'est vraiment un beau sport et la fédération est là pour vous soutenir. Cherchez un club. Là, le directeur technique qui est parti, mais qui est très passionné du sport, il sera content de vous apprendre et de vous introduire à cet sport qui est très, très, très beau. Ernest Sossou, directeur de cabinet du ministre des Sports, a quant à lui partagé la vision du gouvernement du président Talon avec son hôte tout en la remerciant pour son déplacement. Dans le domaine du sport, notre pays a de grandes ambitions, vraiment grandes ambitions. Nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas, de décortiquer tout, mais je me dois quand même de vous dire que désormais, nous avons misé sur la formation sportive. Vous venez d'évoquer ça dans votre intervention. Nous faisons de la formation sportive le cœur de notre action ici au ministère. Et le gouvernement fait de nos établissements le vivier, le champ d'expérimentation de cette formation-là. Aujourd'hui, nous avons 5 disciplines que nous expérimentons. Nous sommes dans une phase d'expérimentation de ces 5 disciplines-là. Et notre option, c'est de l'élargir à d'autres disciplines. Et donc, quand vous évoquez la jeunesse, la jeune génération, c'est également notre vision. Nous voulons véritablement que le sport soit le levier, un des leviers du développement de notre pays. Et tout le monde peut témoigner. Ces dernières années, il y a quand même eu de grands pas qui ont été faits en matière sportive. Les infrastructures, vous avez parlé tout à l'heure de l'appui aux fédérations. Cet appui, depuis 2016, est allé en augmentation, même si ce n'est pas de grands montants. Le gouvernement montre quand même sa volonté, n'est-ce pas, d'accompagner. Et donc, à chaque fois que nous avons des opportunités de coopération technique, ne manquons pas non plus d'intervenir pour permettre à nos fédérations de bénéficier de cela. Et donc, globalement, nos ambitions en matière de sport sont de très grandes ambitions et nous sommes heureux que des partenaires comme vous, au plan international, s'intéressent à notre pays. Même si c'est informel, je crois que cette visite nous ragaillardit et la Fédération de tir à l'arc elle-même est très heureuse de vous accueillir.
Et nous allons juste espérer que les efforts que nous faisons en matière sportive, que vous puissiez être les relais auprès d'autres gens, auprès des partenaires pour que on s'intéresse à notre pays. Ce n'est que ce que nous pouvons espérer pour le moment. En tout cas, vous pouvez être sûr que notre pays ne lâchera rien pour faire développer le sport chez nous. Merci pour votre visite. Ça nous fait vraiment plaisir que vous nous visitiez comme ça. Et je crois que la fédération elle-même se trouve très honorée de votre présence. Les playoffs de la Ligue professionnelle de basketball du Bénin débutent dès ce samedi 30 avril 2022. Cette première journée sera l'occasion pour Elan Coton Sport d'afficher son intérêt pour le sacre national. Arnold Yakoubou, capitaine de Elan Coton Sport, a exposé l'état d'esprit du club et projette sur le premier match choc face à Aspac. Il est au micro de Colomboussou et Francis Fahami. Oui, on était favori, mais c'est un peu comme un jour sans. Rien ne marchait ce jour-là, ça arrive. On a appris à faire avec les défaites. Et c'est arrivé, il faut se relever et continuer malgré tout. Nous sommes revanchards. Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu alors qu'on était favori. Et personne n'aime perdre chez nous. Donc on a travaillé sur nos erreurs, sur ce qui n'a pas marché. On a corrigé et on espère pouvoir prouver déjà le samedi prochain qu'on a rectifié le tir. Arnold Yakoubou a profité de l'occasion pour énoncer les perspectives du club. Des propos recueillis par Colomboussou, Francis Fahami. Nos atouts sont les mêmes, ça n'a pas changé. On est physiquement au point. Et du côté de l'adresse, ce qui nous avait manqué au match précédent, on a travaillé dessus. On avait manqué aussi de lucidité, on a travaillé dessus. Et je pense que ce sera ça nos forces pour le prochain match, pour triompher en fait. Personnellement, c'est de pouvoir amener mon équipe à gagner le titre. Je pense que tout autre résultat que celui-là serait un échec. Et le club, c'est de finir champion. On se bat tous pour y arriver. Coton Football Club a fait œuvre utile ce jeudi 28 avril à Ouida. Les cotonniers sont allés soutenir le projet SAC mis en œuvre par l'association Les Amis de Raphaël à l'école primaire publique de Zongboji. Reportage signé Larius Adiagbeno. Jeudi 28 avril 2022, les joueurs de Coton Football Club font parler leur cœur. Accompagnés du staff, ils viennent à l'EPP Zongboji de Ouida pour soutenir l'association Les Amis de Raphaël qui œuvre pour l'éducation des enfants en milieu scolaire à travers le projet SAC. Entendez, sport, alimentation et culture. D'abord, je remercie beaucoup Coton SC pour leur présence de tout le staff, tout le monde. Coton SC a pris connaissance de notre activité et ils sont venus nous appuyer. Ils sont venus nous appuyer parce que ce sont eux qui ont apporté les arrosoirs et autres. Et ça nous a beaucoup aidé. Ils ont aussi offert des enveloppes pour les vainqueurs et les vaincus. Les fournitures aussi, ils ont donné aux enfants. Et c'est toujours dans le sens de les aider, le sens de l'éducation. Et ça nous fait trop plaisir. Et nous sommes très contents du geste de Coton Sport. En trêve de 2 semaines, Salim Bawa et ses coéquipiers se sont replongés dans leur début de footballeur grâce au duel entre les écoliers de Zongboji et leurs homologues de l'EPP Brésil. Quand on voit les enfants s'éclater comme ça nous rappelle l'époque. Et puisque c'est un truc à encourager, nous sommes venus les voir et ça nous a aussi fait du bien. Et je pense que ils ont de l'avenir et je leur souhaite beaucoup de courage et que Dieu les aide à aller de l'avant. C'est vraiment un événement qui est bien pour nous, qui nous a permis de changer, de voir aussi le monde, de ne pas rester que dans notre coin et vraiment ça nous fait du bien. Et si c'est à refaire, c'est avec plaisir. Je pense que les coéquipiers ici seront prêts à le refaire, Inch'Allah. Plus qu'une œuvre sociale, Coton FC révèle la dimension transversale du football au sein de la société. Et je pense que c'était montrer qu'on peut venir dans les écoles et montrer que le football professionnel peut aider les jeunes. Et naturellement, on est des exemples. Donc ces jeunes viennent pour la plupart voir les matchs.
Donc ils nous voient sur le terrain et là ils nous ont approchés. Ils nous ont approchés, ce qui nous a permis de leur donner un petit peu des conseils. Et puis bon, ils étaient trop contents de montrer que pour eux aussi le football ça comptait, même s'il y a les études. Et je pense que bon, on devrait naturellement, si on peut le faire, et dans les moments un petit peu de détente, hein, parce que là c'est vrai qu'on avait une dizaine de jours, passer 2 heures, 3 heures avec eux, ça montre aussi que bon, les joueurs professionnels s'intéressent à ces jeunes et sont là aussi pour leur donner des exemples. À part le match de football, les écoliers ont égayé leurs hôtes avec différents tableaux de ballet. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.